mesdames, messieurs. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte d'un grand talent, un immense talent de notre pays, qui fait la fierté de la Belgique, José Van Damme. Voilà, nous sommes très heureux qu'il ait accepté de se prêter au petit jeu de l'invité du public, se prêter au feu des questions d'Éric Russon. Il était venu pour le 20e anniversaire du Théâtre Le Public. Et donc, on en avait profité à ce moment-là. Voilà, je vous laisse en sa compagnie, je vous laisse le découvrir de manière un peu plus intime et je vous souhaite une excellente journée. On y va. Quelqu'un peut être dans la régie, s'il vous plaît. Vous allez vous saouler. Je ne sais pas, monsieur. On s'adresse Je voudrais vous parler aux de la vie. spectateurs en leur racontant une histoire. L'acteur est un artisan et c'est tout. Et les drames font rire. On avait besoin de rire. Et que ça fait du bien parce que ça valide aussi le droit qu'on a d'être... Je vous demande d'accueillir comme il se doit José Van Damme. Bah, ça fait plaisir quand même. Oui, naturellement. Je vous en prie. Merci. Alors parlons peut-être... Dans la petite salle, mais... Non, mais il fallait remonter, il fallait aller plus haut. On va commencer avec ce disque parce que c'est un disque, moi, que j'ai trouvé exceptionnel. C'est un projet où on ne vous attend pas et en même temps, le grand public ne le sait peut-être pas, mais vous vous intéressez à toutes les musiques, pas seulement à ce qu'on appelle, avec de gros guillemets, la grande musique. Oui, c'est-à-dire que, bon, mon métier, je l'ai fait pas à travers la grande musique, mais j'ai toujours aimé, par exemple, le tango, que je trouve, pour moi, c'est une musique classique aussi, parce que c'est une musique très spéciale, qui existe depuis très très longtemps. Ça, c'est le tango, et de l'autre côté, le jazz aussi. J'aime beaucoup le jazz. Et un jour, j'ai eu l'occasion, je passe sur les détails, mais j'ai rencontré Jean-Louis Razinfos, qui m'a... Non, pardon, Jean-Philippe Devet. Voilà, qui est là d'ailleurs. Qui est là. Et qui m'a accompagné à un certain concert. Et puis en parlant, je lui ai dit, voilà, j'aime le tango. Et l'idée lui est venue d'une certaine collaboration que nous avons fait. Et on a déjà fait plusieurs concerts. Et puis on a décidé de faire un disque qui a été fait live à Arras. On avait donné 2 concerts à Arras. Et puis voilà, c'est le produit de ces concerts. Et c'est un mélange un petit peu de... C'est le tango, c'est disons, donné en l'honneur de Carlos Gardel, Bah oui. qui est le pape des tangos, mais avec un côté un petit peu jazzifiant. On n'a pas voulu faire le tango avec le bandoneon et le bon. Donc il y a un piano, une contrebasse et le chant. Et ce sera la même version sur scène. Oui, exactement. Ouais. Comment est-ce qu'on interprète ce type de répertoire? Alors quand on a un rôle... Oui, non. Mais justement, l'espagnol n'est pas qu'une langue. Oui, c'est aussi un tempérament, c'est aussi une manière... Et puis le tango, c'est une... argentin. Voilà, c'est argentin, c'est sensuel, ça a une histoire, évidemment. Comment est-ce qu'on interprète? Ben, on écoute. J'ai beaucoup d'enregistrements de Carlos Gardel. J'en ai eu d'autres aussi, mais surtout alors du Piazzolla et des plutôt instrumentaux. Astor Piazzolla, ouais. Oui, mais c'est un style. Bon, j'ai été quelques fois en Argentine pour chanter du classique. Et j'ai écouté, je pense que... Bon, alors il y a déjà pour Gardel, il y a une histoire. Gardel est né à Toulouse. Donc en principe, il serait français, parce que quand vous naissez en France, vous êtes français. Moi, heureusement, je suis né à Bruxelles. Et les Uruguayens disent qu'il est uruguayen. Et les Argentins disent qu'il est argentin. Et puis voilà, c'est une dispute depuis de longues années. Je crois qu'il est mort dans les années 30, Ouais, 35, 36. Ouais. Dans un accident d'avion, avec son parolier. Ils étaient à 2 dans l'avion. Et au cimetière, j'étais au cimetière à Buenos Aires. Il y a un cimetière où il a sa tombe, et il y a une statue de Carlos Gardel, grandeur nature, avec son chapeau. Et il a une main comme ça, et vous pouvez aller quand vous voulez. Il y a toujours une cigarette allumée dans sa main. Ouais. Vous avez le chapeau d'ailleurs sur la pochette. Il faut raconter l'histoire de cette photo parce qu'elle a été prise avec un appareil particulier. Oui, c'est un appareil, Jean-Philippe en parlera mieux que moi parce qu'il est passionné de photos, mais c'est un appareil qui date de 1880-85. Ouais. Et c'est encore avec des plaques qu'on doit tremper dans un certain liquide, et puis quand c'est fait, on retrempe, et puis
et on recommence parce que c'est pas évident. Mais Ouais. c'est une boutique qui vient de s'installer près de chez moi, place de la Vieille à l'Oblé. Et ça vaut la peine de visiter parce qu'ils ont des vieux appareils, c'est très chouette. Ouais. Le chapeau sur la pochette, et puis cet air un peu sévère, c'est quoi? C'est incarner une forme de personnage, Carlos Gardel, ou c'est une forme d'hommage aussi finalement? Oui, voilà, c'est un hommage. Le chapeau? Oui, il avait lui toujours pratiquement un chapeau. Ouais. Et il fumait aussi, ce que je ne fais pas. Bon. Mais voilà. Vous n'allez pas jusque-là dans l'incarnation? Non. Voilà, et puis, Vous venez de dire, moi je suis né à Bruxelles, heureusement je suis né à Bruxelles. Pourquoi heureusement? C'est une... je ne sois pas né en France. Vous avez beaucoup joué en France? Oui, Ouais. j'ai fait mes débuts en France. Ouais. En 1960, j'avais 20 ans et je sortais du conservatoire. J'étais engagé à l'Opéra de Paris, où je suis resté 4 ans. Et puis je suis parti 2 ans pour l'Opéra de Genève. Et de Genève, j'ai été 6 ans à l'Opéra de Berlin. Ouais. Vous avez parcouru le monde. Ça veut dire que Bruxelles, ça représente quand même un port d'attache, la ville où vous vous ressourcez, où vous... Oui, Bruxelles, c'est ma ville. Hein, Ouais. Et quand j'ai commencé, surtout à partir de 1981, à rechanter à la Monnaie, sous la direction de Gérard Mortier, pour moi, c'est mon théâtre. Enfin, je veux dire, c'est le théâtre. J'ai arrêté de chanter l'opéra, Ouais. mais c'était le théâtre où je préférais chanter. Qu'est-ce Il y a une chose qui manque dans les autres opéras, il y a le contact avec les machinistes, le contact avec les musiciens, enfin c'est très drôle. Et alors il y a, dans les machinistes et à la Monnaie, il y a cet humour belge qui est quand même assez spécial. Et je donne un petit exemple, on avait donné Don Carlos de Verdi, dans une très belle mise en scène de Luc, j'ai oublié son nom. Et à la fin, dans le dernier acte, il y a un mausolée, le mausolée de Charles Quint, donc le tombeau de Charles Quint, à l'avant-scène. Et puis, à un certain moment, ce mausolée commence à reculer vers le fond, jusqu'à la baisse du rideau. Et puis, je l'avais fait à Paris, je l'ai fait à Londres, je l'ai fait à... on l'a fait à Bruxelles. Et alors à Bruxelles, au moment où le mausolée partait, on entend ding ding le train. C'est très drôle. Et un jour, Jules Bassin, qui malheureusement nous a quittés, Ouais. était venu il faisait très froid, il avait un genre de chapka, et un des machinistes lui a dit « Oui, Jules, avec ton chapeau, tu ressembles à Maurice Godenoff. » C'est ça que vous aimez à Bruxelles, c'est Oui, ça? j'aime beaucoup. Ouais. Et Et alors, que vous ne retrouvez pas ailleurs? On avait fait Ouais. un spectacle de Don Juan, très, très belle mise en scène du couple Hermann. Et il y a une petite, à l'avant-scène, comme un petit tiroir, armoire, comme ça, que les Porello devaient prendre des choses. Et à un certain moment, la porte s'est cassée pendant le spectacle. Et en chantant avec lui, je l'ai réparé. Et puis le spectacle d'après, ils m'ont donné un diplôme d'honneur. Machiniste d'honneur. Ça, c'est Bruxelles. Ouais. Vous avez commencé à Bruxelles. On va parler de vos débuts un peu. Oui. C'est une vocation chez vous, le chant? Ben, je pense, parce que je dis toujours, ce n'est pas moi qui ai choisi ce métier, mais c'est le métier qui m'a choisi. Parce que j'ai commencé à chanter vers 10-11 ans. Et puis, je chantais avec un chœur d'hommes adultes, mais je chantais en soliste. Et puis, j'ai commencé à faire du piano et j'ai commencé à faire du solfège, de la diction, parce qu'une fois j'étais à Bruxelles, ça s'entendait. Hein. Alors on m'a dit, il faut corriger tout ça. Et donc à 14 ans, à 13 ans, j'ai commencé à muer. Donc j'étais vraiment mon unique professeur de chant, Frédéric Anspach, qui m'a dit, tu dois te taire pendant 2 ans. Mais il m'a contrôlé comme ça tous les mois, voir un petit peu l'évolution. Et à ce moment-là, à 14 ans, je disais, j'ai ici dans la salle, j'ai vu des amis de l'atelier de Jette où nous étions ensemble. Mais à 14 ans, je savais que j'allais être chanteur. Je disais, je vais devenir chanteur d'opéra, et puis voilà. Donc, Vous aviez vu des spectacles d'opéra à l'époque? Non. Vous alliez à l'opéra à Non. l'époque ou pas? Non, mon père était ébéniste, et ma mère avait un petit salon de coiffure, là, dans... C'est pour ça que vous savez réparer les armoires. Voilà, exactement. Eh oui, voilà. Et puis, mais pas du tout. Et mon père avait fait un meuble dans lequel il y avait d'un côté la radio et le tourne-disque. À l'époque, les 78 tours. Et on avait acheté
des disques à l'époque de André Claveau, Lynn Renaud, Nat King Cole, parce que ça c'était le favori de ma sœur. Et puis je chantais avec eux. Ce disque passait 3 fois, je chantais avec, et c'est comme ça qu'on a découvert que j'avais une belle voix. Jeff, le gars des chœurs qui était un copain, il a dit mais Jeff il a une belle voix. Hein. Allez hop, en avant. Et c'est comme ça que ça a commencé. Vous vous appelez Jeff? Oui, Jeff à Bruxelles. Ouais. Non, mais Jeff quand vous étiez petit, quoi. Mais mon vrai nom c'est Joseph. Ouais, Joseph ouais. Van Damme, avec 2 M. Mais je trouvais que ça Comme faisait- l'autre. Comme l'autre, oui. Ouais. Quel autre? Quel autre? Ça. Ça, on peut en parler parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, à un moment donné, leur langue fourche parfois. Je me Oui, souviens de, Oui. au mariage, royal, le dernier mariage royal, on vous a un Le peu. moment le plus émouvant, c'était quand Jean-Claude Van Damme a chanté le Panis Angelico. Et moi, j'étais à Los Angeles pour un récital. Ouais. Et j'ai demandé à l'hôtel pour un bon restaurant, parce que les chanteurs, ça aime bien manger. Ouais. Et puis on m'a dit, il y a un restaurant sur la Sunset Avenue à Hollywood qui vient d'ouvrir il y a 2 mois, mais il faut réserver à l'avance parce que c'est toujours plein. Alors je dis, je vais essayer, puis j'ai téléphoné, je parlais un peu avec mon anglais. Est-il possible d'avoir une table pour 3 personnes? Oh no, it's not impossible. It's impossible. J'ai dit, but it's for Van Damme. Oh, no problem. Et le soir, on avait notre table. Pour revenir au début, alors on va laisser Jean-Claude faire ce qu'il a à faire. Pour revenir à vos débuts, est-ce que dans votre famille, il y a eu à un moment donné une réticence face à cette vocation et face aussi à l'envie que vous avez eue Pas du tout. de devenir artiste? Et c'est une chose qui m'étonne encore aujourd'hui parce que je vous disais, mon père était ébéniste. Et donc chez nous, la musique classique, je vous disais, c'était Lynn Renaud et à le moment, c'était pas la RTB, c'était l'INR. l'INR, Ouais. voilà. On écoutait que de la musique légère. Et le jour où mon père a compris que c'était dans ma destinée, il a dit, écoute, tu veux faire du chant et de la musique classique, tu peux le faire, mais tu dois bien le faire. Parce que si tu ne le fais pas bien, c'est fini. Et donc, il savait aussi que j'étais à l'atelier où on terminait à 4h30 les cours, et à 5h30, j'étais à l'école de musique à rue Claessens à Laken, à Ouais. l'Académie de musique, et jusqu'à 9h du soir, parfois, donc l'atelier, ça... j'ai toujours bien copié sur les autres, ça allait. Et puis, voilà, mais je l'ai bien fait, et puis... mais malheureusement, je suis rentré au conservatoire en octobre 58, et il est mort au mois d'avril 59. Mon père, il avait 50 ans, hein, mais voilà. Donc il n'a pas connu. Voilà. Quels ont été vos grands maîtres? Mais il y a eu Frédéric Anspach qui était mon professeur, Ouais. et puis je n'ai plus travaillé avec un autre professeur. J'ai eu des exemples dans le métier, mais que je rencontrais sur scène parce que j'écoutais très, très peu des disques et des choses comme ça. Parce que je pense que la chose la plus importante dans notre métier, c'est aussi la personnalité. Donc une personnalité, ça veut dire avoir son sens de l'interprétation et pas vouloir imiter quelqu'un. Hein. Un jour, j'ai parlé avec un chanteur qui imitait Dietrich Fischer-Dieskau, qui est un artiste magnifique, mais je lui ai dit, vous imitez trop Fischer-Dieskau. Il m'a dit, mais est-ce que c'est un défaut de l'imiter? Je lui ai dit non. Mais si par exemple à la maison j'ai un Picasso, un vrai ou une copie, c'est pas la même chose. Et c'est la même chose. On doit se faire connaître avec sa personnalité, ses sentiments. Ouais. Comment est-ce que vous avez trouvé votre voix VOIX? Ben, la voix, elle est là. Comme on dit, parfois c'est un don de Dieu. Et puis on peut. J'étais mezzo enfant, donc c'est une voix grave déjà enfant. Et après la mue, j'étais basse, plutôt un peu plus bas que maintenant. Et avec le travail, la voix s'est un peu amplifiée dans l'aigu. Et on ne peut pas choisir. Un jour, il y a une dame qui m'a dit, mais pourquoi vous n'avez pas choisi d'être ténor? Et après le maître de musique, je ne sais pas, vous vous souvenez, je mets le garçon dans l'eau. Et je lui dis, tu seras ténor. Alors un jour, il y a quand même une dame qui dit, c'est vrai que si on plonge dans l'eau, on devient ténor.
tout chanteur plongé dans un liquide Voilà. devient ténor. Voilà, exactement. Maintenant, quand j'ai de mauvais chanteurs qui viennent chez moi, je les plonge 10 minutes dans l'eau. D'ailleurs, il y a une baignoire dans le cours. Le métier a changé. Le métier a changé. Le métier a oui. changé, pas Oui. seulement à ce niveau-là, Ouais. mais le métier a changé. Il y a quoi plus de concurrence Il n'y a ou, plus de concurrence ouais. du fait que, à mon époque, quand j'ai commencé en 60, 65, c'était européen, c'était la France, l'Italie, un petit peu la Belgique, un petit peu comme ça. Hein, et puis les Américains. Alors on avait les Américains, les chanteurs américains qui arrivaient et qui avaient des bourses dans leur pays. Donc ils allaient, je vais parler en vieux franc belge, nous on demandait, disons, un artiste disait, moi je voudrais avoir 25 000 ou 30 000 par mois, et eux ils disaient 10 000, je viens. Parce qu'avec la bourse, bon, en plus, ils n'étaient pas plus mauvais que les autres. Donc aujourd'hui, avec l'ouverture des frontières, non seulement vous avez les Américains, vous avez les Coréens, vous avez les Bulgares, vous avez les Hongrois, les Français aussi. Voilà, et c'est devenu plus difficile. Et le fait aussi de pouvoir voyager rapidement, et non seulement pour les chanteurs, mais pour les metteurs en scène. Ouais. On prend des Polonais, on prend des Russes, on prend des Américains, il y a de tout. Donc Ouais. je crois que pour les jeunes, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Vous parlez de la Belgique et de la place de la Belgique. On a quand même 3 maisons d'opéra. Hein. Il y a Liège, il y a Anvers, Gand Ouais. et Bruxelles. Est-ce que ça a aussi évolué la place? Parce que c'est vrai qu'il y a eu de grands directeurs qui se sont succédés à la tête de cette institution et qui ont fait de cette institution quand même une institution importante au niveau européen. Oui, mais ça, j'ai parlé tout à l'heure de Gérard Mortier. C'est Voilà, qui celui nous a quittés. en 81 est arrivé et qui, notamment, n'était pas toujours très bien vu parce qu'il a congédié sur un orchestre de, disons, 40 ou 50 musiciens. Il en a congédié 17. Il a refait, il a rebâti tout, vraiment. Mais la monnaie a revécu grâce à lui, parce que à partir de 14-15 ans, quand j'allais chez M. Anspach, il m'avait dit, tu dois de temps en temps aller à l'opéra, voir un spectacle. Alors j'y suis allé de temps en temps. Et c'était, je me souviens, j'avais été voir un Péléas et Mélisande, que j'adore aujourd'hui, qui à l'époque me barbait un peu, mais bon, j'étais voir. Et il y avait 17 personnes dans la salle. Je les ai comptées. Non, 18 avec moi. Pardon. Ouais. Soyons justes. Soyons justes. Et l'orchestre, c'était enfin, il a vraiment, et je crois que quand il y a dans un pays comme le nôtre 3 théâtres, qu'il y en a un qui évolue favorablement, les autres suivent. Ouais, Ils sont obligés, disons. Hein. Sans ça, les gens disent je vais à la Monnaie, je vais pas à Anvers ou je vais pas à Liège. Comment on fait? Difficilement. Non, il faut une certaine. Notre métier demande quand même une certaine santé physique et nerveuse surtout. Et ça, c'est. Je me souviens, tous les chanteurs qui ont fait une belle carrière, ce sont des gens qui sont sains et qui sont solides. Ouais. Il faut une discipline de vie. Il faut une certaine discipline, presque comme un sportif, c'est-à-dire que, par exemple, je dis que j'aime bien manger, j'aime les bons vins, mais la veille d'un spectacle et le jour du spectacle, je ne buvais pas de vin. Hein. Et on fait un peu... bon, c'est tout à fait théorique, mais quand vous chantez, il y a, je crois, autour de 480 muscles qui travaillent. Déjà 60 dans le larynx, etc. Le diaphragme, tous les muscles qui soutiennent le diaphragme. Et les muscles pour serrer les fesses parce qu'on a le trac. Donc voilà, il y a Ça fait beaucoup, oui. Oui, c'est un travail technique, physique. Ouais. Et donc on dit aussi théoriquement qu'un chanteur qui chante une demi-heure, mais une demi-heure c'est long. Oui. C'est tout un rôle, une demi-heure. Hein. Ouais. Enfin, en moyenne. Il y a des rôles plus longs, mais on dit qu'il a dépensé les calories d'un maçon qui travaille pendant 8 heures. C'est incroyable ça. Ouais. C'est Jacques Brel qui disait le contraire, lui, il avait dit le jour où je n'ai plus le trac, j'arrête ce métier. Oui, mais c'est sûr, c'est pas le contraire, c'est ça. Ouais. Et je me souviens, moi, des images de Brel. Brel était un des rares chanteurs qui pouvait aussi chanter sans micro. Ouais. Hein, comme Edith Piaf, par exemple. Ouais. Aujourd'hui, on voit des gens... Bon, c'est leur métier, hein, c'est un autre métier que le nôtre. Mais Brel, quand on le voyait transpirer, c'était pas seulement physiquement, C'était aussi les 400 et des ouais. muscles qui... Ouais. Il était très traqueur, Brel. Ouais. Ouais. Comment se passe la journée d'un chanteur qui débarque dans une ville, New York par exemple, Berlin, que sais-je, et qui sait qu'il a un rendez-vous avec
une grande salle d'opéra le soir. À partir de quel moment il doit commencer à vraiment penser au personnage? Mais c'est le matin quand il se lève. C'est dès le départ. Oui, je compare ça, je dis toujours, je compare ça à une batterie de voiture qu'on charge. Ouais. Hein, on charge toute la journée Ouais. et le soir, tout ce qu'on a emmagasiné dans la journée, on l'envoie dans le public. Ouais. C'est ça. Et puis c'est aussi, je dis, la question de ce qu'on mange, de ce qu'on boit. Hein. Moi, j'avais quand même une faculté. J'ai mené une vie assez normale parce qu'il y a eu des chanteurs avec des écharpes comme ça au mois de juillet. Et donc qui faisaient attention à tout. Moi, j'ai quand même eu une vie assez normale. Mais, et j'avais aussi la capacité, par exemple, d'entrer dans la peau du personnage quand j'étais en scène. Quand je sortais, je m'en débarrassais un petit peu. Et ça, c'est un don. Je crois Ouais, pas. ouais. Ça, c'est nerveux. Ça, Ouais. c'est la force nerveuse, disons. J'ai fait pas mal de sport quand j'étais jeune, notamment du judo, que j'ai fait pendant 5 ans. Et je crois que ça m'a beaucoup aidé dans la concentration nerveuse. Du judo et pas du karaté. Hein. Non, du On judo. est d'accord, hein, c'est pas Ouais, comme. du Ouais, judo. ok, Ouais, très ouais. bien. Est-ce Je que ne fais pas de démonstration. Alors, on l'a compris, hein, il y a évidemment l'étude de la partition, l'étude du personnage, des textes qui ont inspiré ce personnage. Est-ce que la première fois que vous mettez le costume du personnage, c'est, je dirais, la cerise sur le gâteau? Là, est-ce qu'on ressent que le personnage est vraiment là? Oui, c'est le maquillage aussi. Le hein, maquillage le aussi, maquillage, ouais. la perruque et le costume, oui. Mais ça, ce sont aussi les répétitions. Parce que vous avez des répétitions, alors d'abord en scène, scène, piano. Puis vous avez les scènes orchestre, l'orchestre vient s'ajouter. Puis vous avez une répétition en costume, puis la suivante n'est pas en costume. Et puis vous avez une répétition costume, maquillage. Et puis de nouveau un petit peu en civil. Et puis on arrive à la pré-générale et piano, pré-générale orchestre. Général piano, général orchestre, et alors c'est... Ouais. Donc Moi, on rentre petit à petit. Mais... Ce que je trouve fascinant, moi, dans la vie d'un opéra, c'est qu'en effet, ce sont des centaines de personnes qui travaillent là-dessus, les costumières, Ouais. les perruquiers, etc. Ouais. Voilà. Les et machinistes. puis, et les régisseurs, Ouais. voilà, bref. Et puis, il y a des répétitions pour l'orchestre, pour le chœur aussi, le chef des chœurs. Oui, oui. Et puis, il y a le metteur en scène qui vient expliquer tout ça. Et j'ai l'impression que la dernière ligne droite va assez vite, finalement, où on rassemble toutes ces parties-là Oui. pour faire le spectacle. Oui, c'est comme un puzzle. Hein. Ouais. Il y a les solistes, et puis le chef d'orchestre, le metteur en scène, l'orchestre. Donc tout ça s'assemble pour arriver à l'image finale, qui est le spectacle. On Et voit c'est- finalement assez tard si le spectacle va être à la hauteur de ce qu'on attend. Mais ça, c'est le public qui en décide. Hein. Ouais. Hein. Comme on me dit, je vais faire carrière, je veux faire carrière. Moi, quand j'ai commencé à chanter, j'avais 20 ans, et mon truc, c'était, je voulais rentrer à la Monnaie, parce qu'il y avait un studio, opéra studio. Puis j'ai fait un concours à Paris que j'ai gagné. De ce fait-là, j'ai commencé à l'Opéra de Paris. Ouais. Mais j'avais pas décidé de devenir une vedette. Hein. C'est le public qui vous choisit, qui vous aime ou qui ne vous aime pas. Et puis d'après la réaction du public, les directeurs de théâtre vous engagent. Vous l'avez dit, hein, vous commencez au tout début des années 60. Ça démarre dans les années 70, au début des années 70. Ça démarre comment? Parce qu'il y a eu les États-Unis, parce qu'il y a eu le Métropolitan? Non, il y a eu d'abord Karajan, mais ça c'était Karajan. Et puis en 1973, il y a eu la réouverture de l'Opéra de Paris, dirigée par Rolf Liebermann, et il a fait Les Noces de Figaro. Les Noces de Figaro, qui étaient dans une mise en scène alors extraordinaire de Giorgio Strehler. Et ça a été une des choses. Puis j'ai commencé, le Covent Garden, c'était en 71. Et puis en 75, 73 aussi, la Scala, et en 75, le Maître. Donc avec Escamillo, qui était à un certain moment mon cheval de bataille. Et puis voilà, en commençant à chanter avec des grands chefs. Au Met, c'était avec James Levine, qui était directeur artistique. Ouais. Et voilà, c'est comme ça que
On grimpe les échelons et, On grimpe les échelons et puis les disques. Oui, et je suppose que voilà, il y a les disques, il y a les échelons qu'on monte et puis de plus en plus de propositions. Comment on gère ça? Parce que on ne peut pas tout accepter, Non. c'est impossible. Et puis, j'ai accepté un opéra, vous l'avez dit, hein, c'est quand même c'est 2 mois de travail. Oui, oui. Voilà, et puis les tournées après. Comment est-ce Mais- qu'on gère ça? Mais c'est-à-dire, chaque artiste qui fait une carrière, il a un impresario. Et c'est l'impresario qui fait tout, qui fait des appels, le courrier. Et puis il vous dit, voilà, on te demande à l'opéra, à la Scala de Milan, est-ce que tu veux chanter ce rôle-là? Oui. Ouais. Pour combien? On en discute. Mais Et le puis choix, on dit c'est oui vous ou non. quand même. Le Oui, choix, oui, c'est oui, vous. oui, Voilà. oui, c'est sûr. Ouais. Ouais. Et c'est un choix qui est centré sur le goût que vous avez ou pas pour l'œuvre, ou bien c'est aussi pour La prudence. des raisons aussi. Voilà, il y a, La il y a- prudence il y a au des départ. risques aussi qu'on Ouais, a ouais. envie de prendre. Je me souviens, quand j'avais 25 ans, on m'avait demandé, dans un, je ne sais plus quel théâtre en France, de chanter le Méphisto de Faust. Et j'ai dit, je ne peux pas chanter Méphisto à 25 ans, peut-être dans 10 ans, mais quand j'étais à l'Opéra de Berlin avec Lorin Maazel, lui aussi, un jour, il a fait une nouvelle mise en scène de Tosca. Et alors, il m'a fait venir dans son bureau, il m'a dit, voilà, la saison prochaine, on fait Tosca. J'ai pensé que vous auriez pu faire Scarpia. Alors, j'avais 29 ans. Je lui ai dit, maître, si je chante Scarpia à 29 ans, qu'est-ce que je vais chanter à 40 ans? Il dit, oui, mais je vous voulais dans ma Tosca. Je dis, Angelotti, c'est un petit rôle. Vous feriez Angelotti? Je dis, pourquoi pas? Bon, voilà. Il faut être prudent et il faut être humble par rapport à la musique. Ouais. J'ai toujours cette phrase qui dit, nous sommes là pour servir la musique, nous ne sommes pas là pour se servir de la musique. Il y en a qui... Ah oui, pas mal. Hein. Ouais, ça arrive. Non, mais pour le cinéma, ça a commencé en 1981, donc quand Mortier a pris la monnaie. Gérard Corbiot, qui était un réalisateur de la télévision, Ouais. a voulu faire un portrait me concernant, et il a fait un portrait qui est très beau. Ça a duré à peu près presque 1 heure. Il m'a suivi un peu à Paris, il m'a suivi un peu partout. Et après avoir fait ce portrait, il m'a dit, comme il m'avait un peu suivi partout, comme ça, il m'a dit, tu sais, on est devenus très bons amis, j'aimerais bien faire un film sur la vie d'un chanteur. Je dis, oui, pourquoi pas? Il dit, est-ce que tu serais prêt? Je lui dis, oui, il faut voir le scénario. Et puis, ça a quand même mis 5 ans avant de trouver Ils sont venus avec des scénarios différents, avec sa femme Dédé, qui fait ce travail avec lui. Et puis, au bout de 5 ans, il y a eu ce scénario du maître de musique. Et puis, on l'a tourné. Moi, j'ai mis 2 mois de tournage. Le film a duré plus longtemps, parce que moi, j'étais tout ce qui était au château de la Hulpe. Et ils ont aussi filmé au château d'Anguien et à un autre château en Flandre dont j'ai oublié le nom. Donc voilà, ça s'est dit, il m'a demandé. Et je pense que le Don Juan, c'était... Je ne sais plus si c'était avant ou après. Je crois que c'était avant. C'est Il y a avant. d'abord Oui, eu oui. le Don Juan et puis Et il y a eu alors- le maître de musique. Mais est-ce que l'histoire du maître de musique, on se souvient hein, avec Philippe Voltaire évidemment, Oui, avec exactement. d'autres comédiens, il y avait Patrick Beauchot aussi, Oui. qui était un peu votre ennemi, Rival, oui. votre rival. Est-ce que ce genre d'histoire existe encore, où il y a des concurrences comme ça, où il y a des cabales entre chanteurs? Oui, naturellement. Ça existe Et- encore? Oui, c'est sûr. Ça existe. C'est une réalité. Oui. Et comme par exemple la claque, Oui. la claque à la Scala de Milan, quand j'ai fait mes débuts dans Escamillo, j'avais chanté à Berlin avec Carlo Cossutta, un ténor italien, et Franco Tagliavini, qui est aussi. Alors ils m'ont dit, tu vas à Milan, c'est bien, c'est ça. Alors ils m'ont dit, écoute, tu vas voir la claque qui va venir, il faut les payer. Mais paye-les. Parce que j'avais dit, moi je ne veux pas payer. Non, paye-les, et tu dis au chef de la claque que tu n'as pas besoin d'eux, mais tu les payes. Alors il est venu, c'était un grand monsieur, comme ça. Sono il capo de la clacca. Je suis le chef de la claque. Ah oui, bon. Alors je lui ai payé, je ne sais plus, disons, je vais dire 150 000 livres, Ouais. qui pour moi, je lui disais, c'est quand même un peu cher. Il m'a dit, mon cher monsieur, la dame qui chante Carmen ce soir, elle a donné tout son cachet pour la claque ce soir. Et c'était vrai. Et alors vous avez eu notamment du temps de Tebaldi Calas, vous aviez les pour et les contre.
Et ça existe encore de temps en temps, ça existe. Ouais, ouais. C'est Muti, Riccardo Muti, quand il est venu à la Scala de Milan, il a dit plus de claques, je n'en veux plus. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est un des lieux, et j'ai déjà assisté à des représentations aussi, où les gens, le public, réagit peut-être plus qu'au théâtre encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on réagit à une performance vocale, dans le bon ou dans le mauvais sens d'ailleurs. Hein. Oui, Ça peut être la des Scala de bravos, Milan, des bravas. oui, c'est Ouais. gentil encore. Hein. Ouais. Moi, j'ai chanté à Marseille. Oh putain. Là-bas, j'ai vécu des choses. Moi, pas. Parce qu'un jour, je leur ai dit, écoutez, vous n'êtes pas gentil avec le ténor, nous ne sommes pas des machines. Ah oui, mais il me dit, vous, monsieur Van Damme, on vous a jamais hué. Hein. Je dis non, mais enfin, il y a eu des choses, notamment, mais ça, c'est une histoire un peu drôle. Il donnait Roméo et Juliette, et à la fin du premier acte, je crois, je ne l'ai pas vu, hein, le rideau se baissait doucement, et Roméo, Juliette était au balcon, et il montait sur une échelle de corde pour l'enlever. Mais la Juliette était assez... Et puis il y en a un dans le public qui est oh putain, avec cette Juliette-là, il faudra bien faire 2 voyages. Et une autre, c'était Carmen, où j'ai aussi chanté Escamillo dans Carmen. Et la Carmen, c'était un spectacle sans moi. Elle avait une voix pas très grande. Ça, ils n'aiment pas Marseille quand même. Ils aiment bien les belles voix, mais ça doit s'entendre aussi. Ouais, ouais. Et puis elle chantait son rôle. Et puis à un certain moment, à la fin du premier acte, dont José lui dit « Je t'avais dit de ne plus me parler ». Et elle dit « Je ne te parle pas, je chante pour moi-même, je chante pour moi-même ». Et au moment où elle dit « Je chante pour moi-même », il y en a qui fait « Tu pourrais peut-être chanter pour nous aussi ». Marseille, c'était carabineux. Est-ce que on dit souvent que le public est un partenaire aussi. Alors au théâtre, oui, on Oui. le dit. Est-ce que c'est la même chose? Parce que à l'opéra, c'est une autre forme de salle, c'est une grande scène. Ouais. Il y a l'orchestre qui est là, presque entre le public et les comédiens chanteurs. Est-ce qu'on joue? Est-ce qu'il est un public aussi, un partenaire Oui, comme- oui, tout à fait. La tension, Même le silence oui, Ouais. et l'attention et l'attention. du public, on la ressent. Ouais. On la ressent très fort. Et même dans des grandes salles. Et ça, par exemple, c'est une chose, j'avais chanté le Figaro des Noces, je l'avais appris et chanté pour la première fois à Berlin, en italien. Mais il y a beaucoup de récitatifs dans les opéras de Mozart, et le public ne comprenait pas, donc il ne réagissait pas. Et donc, quand j'ai été à la Scala de Milan, pour chanter le rôle de Figaro, il y a quand même dans les récitatifs des choses drôles. Et puis tout à coup, je chantais avec Mirella Fredi, et puis tout à coup, j'entends les gens qui rient. Je dis, est-ce que mon pantalon, je vais fermer ma braguette? Mais c'est parce qu'ils comprenaient le texte. Ils comprenaient le texte. Et un jour, à un spectacle, il y avait à Milan la grève des taxis. Alors, en face de la Scala, vous avez la maison, la mairie, ils ont la maison communale et les taxis s'étaient assemblés devant, donc entre la Scala et à un certain moment, j'arrive sur scène et Figaro dit Signore, di fuori sono già i suonatori. Il y a déjà l'orchestre dehors. Les trombes sentite. Vous entendez les trompettes et alors les trombes sentite. Ça, c'est marrant. Ouais. Il y a moyen d'improviser. Il y a moyen, enfin pas improviser sur le chant, mais sur le jeu. Il y a moyen, mais enfin, c'est moins bien vu que Ouais. dans le temps, quand on parlait notamment de Van Oberg et de Clara Clairbert et de ces gens-là qui faisaient des blagues assez drôles. Maintenant, les metteurs en scène, ils n'aiment pas trop ça. Hein. Ouais, ouais. Est-ce que vous avez croisé des divas, mais dans le sens, alors pas des divas, oui, des chanteuses, mais dans le sens diva, entre guillemets, Oui. des égos surdiemmentionnés. C'est Oui, un oui. métier où il y en a... C'est sûr. Ouais. Il y a notamment une soprano américaine que je ne nommerai pas, elle a ruiné sa carrière à cause de ça, parce j'avais chanté avec elle à Paris, etc. Et à New York, elle était une des vedettes du Metropolitan. Mais elle a tellement exagéré avec ses conditions qu'on lui a dit Ouais. fini. Et puis, alors, sa carrière, parce qu'en Amérique, si vous ne chantez pas au Met, vous chantez. Ça, c'est la carte de visite, c'est Monsieur Machin chante Ouais, au Met. ouais, Et, puis- ouais, ouais. et elle a sa carrière, elle a perdu facilement 50% de son. Ça, oui, il y en a qui le sont gentiment, disons, mais il y a des divas. Hein. Vous avez fait le Notamment, tour j'avais chanté de nouveau Les Noces de Figaro à Berlin, et nous avions une soprano espagnole très très bonne,
qui chantait la comtesse. Et on faisait des spectacles et elle allait toujours saluer devant le rideau en dernier. C'était la comtesse. Et puis quand j'ai chanté 2-3 fois, je commençais, bon, on m'a dit, les gens de la régie ont dit, et maintenant c'est Figaro qui va Salut. saluer à la fin, Ouais. parce que, bon, alors elle est allée à la direction, elle est allée se plaindre. Et puis on a rétabli, je dis, moi, vous savez que ce soit l'avant-dernier ou le dernier, c'est pas ça qui fait une différence. Ouais, ouais. Vous avez, comme je l'ai dit, vraiment fait le tour du monde. Vous avez joué sur énormément de scènes. C'est assez impressionnant de voir le. Mais est-ce qu'il y a des pays qui sont plus opéra que d'autres et est-ce que votre image, finalement, est la même, je sais pas moi, au Japon, aux États-Unis, en Europe, en Amérique du Sud? Ben, je dois dire que mon image, je m'en occupe pas beaucoup, mais il y a des différences naturellement. Par exemple, en Allemagne, vous avez beaucoup plus de connaisseurs de musique, et on en a parlé récemment. Ce qui manque en Belgique et plutôt dans les pays du Sud, je dirais, hein, parce que plus on va, Belgique, France, Italie, Espagne, ce sont un peu je dirais, le côté latin qui gagne un peu, et la culture, la musique. Quand je faisais des récitals en Italie, d'habitude, je faisais soit français, soit allemand, soit français-allemand. Mélodie, lead allemand. Et en Italie, on m'a demandé de faire une partie de mélodie française et en deuxième partie des airs d'opéra. Parce que sans ça, les gens ne viennent pas. Et j'ai chanté à Turin. La salle, il y avait une salle de 1000 personnes. Et je n'avais pas mis d'air d'opéra. Il y avait 300 personnes dans la salle. Ouais. Ça ne les intéresse pas, si ce n'est pas au Sole Mio. Ouais. Donc, en Allemagne, l'Allemagne, l'Angleterre, les anglo-saxons et les pays scandinaves sont beaucoup plus axés sur la culture. Par exemple, en Hollande, vous avez plein de chœurs. Des chœurs qu'on a ici en Belgique, il n'y a pratiquement plus de chœurs. Et j'ai habité longtemps du côté de Hatt, et on me disait que dans les années 50, autour de Hatt, il y avait 15 fanfares. Aujourd'hui, il y en a 2, et encore qui vivotent. Ouais. C'est la télévision qui... Ouais. Merci. Non, mais je vous en prie. Non, mais c'est vrai. Les gens... Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Les gens, il y avait des compagnies de théâtre amateurs. Aujourd'hui, je répète chez toi. La semaine prochaine, on répète chez moi. Et puis, ils donnaient un petit spectacle dans un arrière-café où il y avait une petite salle. Mais il y avait les fanfares, il y avait tout. Bon, maintenant, les gens regardent la télévision. Ouais. Je ne vais pas dire qu'ils ont tort, mais... Est-ce que le cinéma a contribué à faire décoller votre carrière d'une autre manière? Parce que vous avez quand même atteint, avec le cinéma, un autre public. Il y a toute une période, d'ailleurs, dans les années 80, où il y avait beaucoup de films, d'opéra. Il y a eu Carmen, il y a eu Boris Traviata, Godunov, il y a eu, bien sûr, le Don Giovanni, qui était un des premiers, je pense. Losey était un des premiers à lancer un peu cette mode. Et puis Zeffirelli, Siemi, etc. Est-ce que ça vous a permis de rencontrer un autre public? Oui, naturellement, parce que, regardez par exemple, quand ils ont sorti le maître de musique à Paris, il est sorti dans 10 salles à Paris. 10 salles, c'est-à-dire 15 000 spectateurs en une soirée. Quand vous chantez à l'opéra, vous en avez 1200, 1300 ici à la Monnaie par soirée. Donc, au bout du mois, vous faites le compte et vous verrez que vous atteignez un public beaucoup plus grand. Et dans ce public, vous avez des gens qui aiment et qui n'aiment pas. Et ce qui m'a fait plaisir dans le maître de musique, c'est des gens qui sont venus me dire je n'allais pas à l'opéra, je n'allais pas au concert, j'ai vu le maître de musique et ça m'a donné envie d'aller écouter de la musique. Et même certains qui ont dit ça m'a donné envie de chanter. Hein, et voilà, ça c'est une belle récompense. Ça vous attriste ça que l'opéra, encore aujourd'hui, a cette espèce d'image un peu d'endroit réservé comme ça à un certain nombre de connaisseurs, etc. Alors que voilà, c'est quand même de la musique, ce sont des histoires, c'est généralement des endroits fabuleux. Oui. Mais c'est un manque de culture, un manque d'enseignement. Il faudrait, dans les écoles aujourd'hui, on ne parle pas de musique, on ne parle pas de théâtre, c'est fini tout ça. Hein. Il faudrait, je ne sais pas moi, de temps en temps passer l'ouverture du Trouvert ou l'ouverture de Carmen et dire aux jeunes, voilà, ça c'est Carmen, ça c'est le Trouvert, etc. Ou les emmener. Voilà, ce qu'on faisait, moi quand on allait de temps en temps voir un spectacle, ou les amener aux répétitions. Ce sont des choses... mais aujourd'hui, la culture est un peu
à part celle de culture des pommes de terre. Ouais. Il y a pas... Et encore. Et encore. Et encore. Les binges, hein. Vous avez fait vos adieux, alors non pas à la musique, mais à l'opéra. Oui. C'était en 2010, 2011, Oui. je sais plus, voilà, avec le Don Quixote. Oui. Qu'est-ce qui a justifié et motivé cette décision? Oh, ben vous savez, j'ai commencé à 20 ans. Et donc, je suis arrivé à 70 ans et j'ai dit, bon, maintenant 50 ans de carrière, ça va, ça suffit. Et puis, je suis assez idéaliste et perfectionniste. Et donc, je sens bien que ce que je faisais il y a 4 ans, ou même aujourd'hui, ça n'est plus ce que je faisais quand j'avais 30 ans ou 40 ans. Donc, je crois que j'ai toujours dit aussi, je voudrais arrêter que les gens disent c'est dommage qu'il a arrêté plutôt que c'est dommage qu'il n'arrête pas. Il y a un objet là, c'est vrai qu'on demande maintenant aux invités du public d'amener voilà, une petite chose, faire une petite surprise, et vous nous avez amené un objet, José. Oui, mais ça, peu de gens savent parce que j'ai beaucoup travaillé, mais j'avais quand même des moments libres et j'aime bien les instruments anciens. Ouais. Et j'ai commencé à travailler un instrument ancien que j'ai apporté, mais ce n'est pas facile parce qu'il faut le temps de le travailler. Je n'avais pas tellement le temps et il faut un certain doigté pour ce genre d'instrument. Et donc, je vais vous le faire entendre. S'il vous plaît. Oui. Avec quelques défaillances à la fois de l'instrument parce qu'il est très vieux Ouais. et parce que je suis aussi très vieux. Hein? Mais on serait indulgent, comme on dit dans ce cas-là. Je vais essayer de vous faire... Je me levais comme ça, tout le monde verra. Voilà. Vous voulez m'aider à Oui. enlever ça? Voilà. Vous pouvez taper un... Là, vite. Voilà. Ah ben voilà. Voilà. Ça aussi, ce sont des choses qui se perdent. Je me souviens, j'ai acheté cet instrument il y a une trentaine d'années à Hatt. C'était un monsieur qui jouait avec. Je dis, est-ce que vous n'en avez pas un de... Ah, il dit, j'en ai un, bon, je l'ai acheté. Mais non, quand est-ce qu'on voit encore des gens... Oui, c'est une sonorité en Oui, plus. tout à fait. Langue de barbarie. Ouais. Mais enfin, voilà, ce sont toutes des traditions qui se perdent un Oui, peu. est-ce que... Et alors- je suis très traditionnaliste. Oui, est-ce que vous êtes parfois nostalgique de certaines choses? On parlait du... Voilà, vous êtes né à Bruxelles. Bruxelles ne ressemble plus Non. aujourd'hui Non. à ce qu'il ressemblait dans les années 50, 60 et même voilà, 80. Et puis il y a ce son-là. Je veux dire, quand on entend un son pareil, il y a des choses qui frissonnent, il y a les poils Oui. qui se dressent parce que ça nous rappelle des choses. Voilà. Vous êtes nostalgique et de quoi? Nostalgique de certaines choses qui se perdent comme ce genre-là, ou bien quand j'étais au conservatoire, donc rue de la Régence, Ouais. très souvent je redescendais, soit je montais à la porte de Namur pour prendre mon tram, soit je redescendais vers la Bourse où j'avais un autre tram qui me menait chez moi, le 88. Et je traversais donc la ville, Grand Place, le Sablon et tout ça. Bon, ça change beaucoup aussi. Là, j'habite carrément au centre de Bruxelles. Et ça me plaît, mais il y a certaines choses qui ne me plaisent plus ou ça change, mais il faut essayer de ne pas être trop nostalgique, de vivre avec son temps. Ouais. Et de vivre avec les projets qui Oui, viennent, évidemment. Voilà, les vampires. Oui, voilà. Pour moi, le passé, c'est le passé. Ouais. Et le passé, c'est pas très intéressant. L'avenir est intéressant. Donc, On l'a senti tout au long de cet entretien, il y a une grande humilité en vous. Et malgré tout, c'est vrai qu'on se dit, un artiste qui a toujours envie de laisser, pas forcément une trace, mais quelque chose auprès du public ou bien par la transmission. Qu'est-ce que vous avez envie qu'on garde de vous, José? Je sais pas, une image, un disque, un souvenir. Vous avez envie de laisser une trace chez les gens? j'y crois pas trop non plus à ces traces. Bon, il y a les disques, par exemple. C'est déjà pas mal, ça. C'est déjà pas mal, mais dans 50 ans, il y aura d'autres... maintenant, on a le CD. Avant, c'était les vinyles. Ouais. Et on dit déjà que le CD est en Voilà. mauvaise Maintenant, posture. le vinyle revient très à la mode, Ouais. les 33 tours. Non, je crois que
Là où je veux laisser des traces, c'est auprès de mes élèves. Ouais. Faire évoluer les élèves, ça c'est la... Non, mais sans ça, il n'y a pas de... Je suis toujours content avec mon public. Merci. Est-ce que c'est une carrière tellement exigeante, je dirais même presque plus quand on fait ce métier, le métier que vous avez fait, que pour d'autres métiers, c'est tellement exigeant. Est-ce qu'il y a des sacrifices que vous avez dû faire pour ce métier? Oui, mais non, je vous ai dit, c'était une passion. Quand on a une passion et qu'on fait des choses par passion, ça n'est plus un sacrifice. Ouais. Mais donc voyager beaucoup, aller dans les hôtels. J'ai voyagé pas mal seul, donc parce que c'était fatigant et que bon, etc. Et c'est aussi pour ça que j'ai 3 fois divorcé. Mais le sacrifice, justement, c'est pour les autres. Les sacrifices, c'était pour mes proches, mon fils, mon épouse, mes amis que je quittais pendant... J'étais 1 mois par an à la maison, hein, et le restant, c'était Milan, c'était l'Amérique du Sud, le Japon, l'Italie, la France. Et donc, les gens ne me voyaient pratiquement pas. Ah ouais. Sauf s'ils venaient m'écouter quelque part. Ou qui vous suivent, mais bon, Voilà. c'était compliqué. Mais, alors, le sacrifice, c'était plutôt pour eux. Moi, c'est sûr que ça me manquait, mon fils ou des amis, de plus voir des amis. Mais comme j'étais dans ma musique, mon chant, ça n'était pas, je ne vais pas dire que ce n'était pas important, mais c'était gommé par ma passion du métier. Ouais, ouais. Le fait d'avoir arrêté, d'avoir pris cette décision, c'était aussi quelque part pour retrouver, pas une vie normale, parce que vous allez continuer, mais plus normale, rester plus longtemps ici, Oui, chez vous, à Bruxelles. Exact, pour vivre un peu normalement, disons. Ouais, ouais, parce que c'est aussi, c'est ressourçant quelque part. Ouais. Et j'ai eu, en parlant des amis et de choses comme ça, souvent des amis qui m'ont dit, on ne s'était plus vu depuis... alors oui, mais tu ne me donnes jamais de tes nouvelles. J'ai dit, mais toi non plus, tu ne me donnes pas de tes nouvelles. C'est un peu... Oui, mais tu comprends, maintenant, tu es devenu... Bon, c'est un peu le côté un peu... Le revers de la médaille, disons. Ouais. Une dernière question, et puis après, ce sera à vous. Puisque, vous le savez, il y a un micro qui est dans le fond, qui va pouvoir se balader. Donc, pensez déjà à 1 ou 2 questions à poser à notre invité de ce soir. Quelle est la chose, alors, professionnelle ou privée, dont vous êtes le plus fier aujourd'hui? Ouh, oh là là, comme vous dites. Dont je suis le plus fier. Je cherche. Ça pourrait être déjà votre carrière, quand même, qui est Oui, exemplaire. mais enfin, bon, en fait, il y a une chose, là je dois dire, finalement, je ne me suis pas rendu compte de la carrière que j'ai faite. Et j'ai commencé à écrire un petit peu, à voir tout ce que j'ai fait. Je ne vais pas dire écrire mes mémoires, mais enfin... Et alors je me dis, j'ai quand même fait beaucoup de choses. Des choses que j'ai oubliées, qui, grâce à un livre qu'avait écrit Michel Frisch, il y a en 1986-7 par là, où elle a tout noté, où j'avais chanté, les dates, etc. Mais je me dis, les gens me disaient, tu travailles beaucoup. Et je disais, mais non, ouais, je travaille, mais... Pas, justement, ça me plaisait, hein, c'était la passion. Mais quand je retourne en arrière, là, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup voyagé, voilà. Sans vouloir faire une carrière, jamais. Oui, non. C'est ça qui est paradoxal. C'est en vous retournant aujourd'hui que vous vous dites, mais oui, quand même. Oui, et puis il y a un parcours, en tout cas. vois des jeunes chanteurs ou des jeunes collègues. Monsieur José Van Damme, bon. Vous vous rendez compte que vous impressionnez quand même un petit peu. Oui, mais là j'ai laissé mon auréole à la maison. Enfin, j'en ai une ici, mais c'est vrai. Non. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle que ici au Théâtre Le Public, vous serez accompagné par Jean-Philippe Collard-Neven et Jean-Louis Rassin-Fosse pour ce José Van Damme meets Carlos Gardel qui est aussi sorti en disque les 17, 19 et 20 décembre dans le cadre du grand festival des 20 ans du Théâtre Le Public. Merci beaucoup José Van Damme. Merci à vous. Merci à vous. Merci.